Elle a été censurée en France, donc de 1961 jusqu'à pratiquement en 2011. Il était interdit de projeter les images que vous allez voir à présent et qui témoignent de la violence de cette manifestation. À qui les flics ont cassé la gueule parmi vous? Levez le doigt. 1961, la guerre d'Algérie bat son plein. Dans les bidonvilles de Paris, des ratonnades, comme on les appelle, sont commises dans l'indifférence générale ou presque, jusqu'au massacre du 17 octobre. Révolté, le scientifique Jacques Panigel passe derrière la caméra en hiver 61 pour tout documenter. Le film Octobre à Paris a été tourné dans la clandestinité. Il a été tourné sous couvert, sous prétexte d'une étude sociologique des Algériens qui vivaient dans les bidonvilles. Il a procédé de cette façon, il a été dans les bidonvilles et il a reconstitué, puisque les événements du 17 octobre 61 ne sont que photographiés. Méthodiquement, le film reconstitue les préparatifs au détail près, dont l'appel du FLN, le Front de Libération Nationale algérien. Un appel contre le couvre-feu imposé aux Algériens par le préfet Papon. Il y a beaucoup de frères qui sont là en France et se demandent pour quelle raison que nos frères et sœurs en Algérie ils manifestent et nous on n'a jamais manifesté. On doit manifester contre le couvre-feu. C'était une manifestation contre la violence. C'était une manifestation de pacifique. Donc on n'est pas à l'ordre de prendre les armes, soit même un couteau. Les manifestants sont tous fouillés et désarmés. Ce 17 octobre, ils sont 30 000 à défiler, hommes, femmes et enfants. Nous étions tous à la manifestation. Certains étaient aux mains de maman, d'autres, un frère sur les épaules de mon père. Mon père est un militant du FLN et il est chargé avec d'autres de l'organisation de la manifestation à Paris. Et il se souvient de ces masses d'Algériens, d'hommes et de femmes donc, qui vont aller se retrouver sur Paris et qui vont être arrêtés très vite, violemment, sur le pont de Neuilly. La suite tourne au cauchemar, aux abords de Paris et dans les rues de la capitale. Place de l'Opéra, métro Concorde, Pont Saint-Michel. 11 000 arrestations, des centaines de blessés, des dizaines de morts. Durant des jours, la Seine charrie des cadavres. La bataille de Paris, selon le préfet Papon. Un massacre pur et simple, selon les témoins. Il marchait sur les femmes, sur les gens, il les tapait. Il nous a foutu des coups de mitraillette, il nous a tiré les coups de mitraillette. Il a attrapé le gosse et il l'a foutu dans la Seine. Les assassins sont des fonctionnaires de la République. Ce ne sont pas des brigades spéciales, le visage découvert. Personne n'a été poursuivi pour le 17 octobre. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts. Personne n'a été poursuivi. Et Maurice Papon a continué sa carrière avec sa Légion d'honneur tranquillement. Un silence assourdissant qui dure jusqu'à aujourd'hui. 50 ans après les faits, ce crime d'État n'a toujours pas été reconnu par la France. Bon, alors du coup, on est réunis ce soir pour parler de ce qui a été appelé dans cette vidéo donc un crime d'État, qui est lié donc à des crimes policiers dans le cadre des manifestations pacifiques des Algériens et Algériennes à appel du FLN le 17 octobre 1961. Maintenant, on aimerait vous proposer de revenir un petit peu sur le contexte, sur le cadre historique, social dans lequel se déploie cette manifestation et finalement, qu'est-ce que c'est les conditions de possibilité et les enjeux qui sont soulevés par cette manifestation spécifique. À quelles conditions elle arrive finalement. Alors déjà, un élément de contexte qui est important, c'est la présence algérienne en France, puisque les Algériens et les Algériennes à l'époque représentent 400 000 personnes vivant sur le territoire français, dont la moitié en Île-de-France. Et là, quand on vous parle dans la vidéo donc, de 30 000 personnes qui sont invitées par le FLN, qui se rendent en fait dans la rue pour manifester dans le cadre des manifestations qu'elle appelle le FLN, il y a un ratio de 200 000 personnes en Île-de-France, 30 000 personnes présentes dans la rue, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que le degré de mobilisation est très fort. Et ça s'explique par le fait que les ressortissants algériens et algériennes en France, en tout cas qui sont du département d'Alger en France, constituent une base sociale très importante pour le FLN. C'est-à-dire que la plupart des Algériens et Algériennes présents en Île-de-France soutiennent la mobilisation pour l'indépendance, soutiennent le Front de Libération Nationale. Et finalement, on a un FLN qui est assez hégémonique en 1961, du moins en région parisienne,
suite aussi à des oppositions avec ses concurrents, des oppositions parfois armées. En tout cas, il y a à un moment donné le FLN qui est dominant, est un acteur dominant et finalement est propriétaire de la cause à l'échelle de l'Île-de-France. Un autre élément de contexte, c'est celui finalement d'une densification du recours à la violence politique au cours de cette période, que ce soit du côté de l'État français ou du côté du FLN. Il y a donc avant, dans les quelques mois qui précèdent la nuit du 17 octobre, une quarantaine de policiers qui sont tués dans le cadre d'attentats par le FLN, des attentats qui sont en fait défendus par le FLN sur le mode de l'assassinat ciblé, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une violence aveugle, mais au contraire un ciblage de policiers dont il est connu qu'ils se seraient rendus coupables de crimes contre le peuple algérien dans le cadre d'exactions. Donc ça, c'est un petit peu la ligne de défense du FLN dans son recours à la violence politique. Le recours à la violence, il est également porté par l'État français dans ce contexte-là, et avec une violence qui est une répression en fait politique du FLN qui est extrêmement importante à l'époque, qui est extrêmement intense, et qui est orchestrée par le préfet de police de Paris de l'époque, qui est Maurice Papon. Et donc, c'est un dispositif policier de répression qui va se mettre en place avec différents volets. Le premier, c'est la création d'une administration spécialisée, de services spécialisés dans la répression du mouvement. Donc, le service de coordination, par exemple, des affaires algériennes, le SCAA. Il y a aussi la constitution de fichiers spécifiques. On va parler du fichier Z pour identifier les cadres et militants recensés du FLN. Et surtout, il y a de la part de la préfecture la conception d'une doctrine, une doctrine officieuse qui défend en fait le recours à des méthodes illégales et discrètes de répression du FLN. C'est-à-dire, pour le dire clairement, l'assassinat politique systématique des cadres dans un cadre extralégal, c'est-à-dire sans recourir en fait à des dispositifs légaux, clairs, officiels. Et ces assassinats, ces exécutions extrajudiciaires vont se multiplier. C'est pour ça que aussi Maurice Papon parle de la bataille de Paris, en fait, pour répliquer l'appareil répressif qui a été mobilisé par les parachutistes à Alger. Donc en fait, il y a la bataille d'Alger, il y a la bataille de Paris. Dans les deux cas, il y a une guerre. Il y a donc des assassinats politiques, extra-légaux, qui sont défendus comme une doctrine, et dans toute discrétion, en fait, par la préfecture de Paris. Donc là, il y a en fait une hécatombe de cadres du FLN via ces escadrons de la mort qui sont mobilisés dans Paris. Et en fait, en réaction, et c'est ça qui constitue aussi le contexte de l'époque, en fait, en réaction à cette campagne de répression, le FLN va, au moment du 6 octobre, c'est-à-dire au moment de l'annonce du couvre-feu qui est imposé aux Algériens à 20h, c'est-à-dire qu'en fait, on impose aux Algériens et Algériennes d'Île-de-France un couvre-feu qui démarre à 20h, avec dans l'idée en fait de couper court aux capacités d'organisation du FLN, capacités de regroupement, de réunion, en fait, de gêner en plus des assassinats, en fait, avec l'idée qu'on va porter le coup de grâce en fait au FLN à ce moment-là. Et en fait, la réaction des cadres du FLN, ça va être donc de résister à ce couvre-feu en appelant à une manifestation pacifique. Dès le départ, ce mode d'action, il est quand même pointé comme étant risqué. Pourquoi ? Parce qu'il peut engendrer des pertes, et des pertes dont on a conscience, mais qui sont finalement absorbées, ou en tout cas défendues, en disant, voilà, ce risque est absorbé en disant, de toute façon, nous subissons des pertes, nous subissons déjà des pertes discrètement, sans bénéfice politique, et sans que ça se sache. Donc autant envoyer sur le pavé les personnes, avec l'idée que la ligne de défense de ces personnes face aux policiers, ce serait le pacifisme, en fait, de la Réunion. Alors, par ailleurs, il y a un avantage à la réunion pacifique ou à la manifestation pacifique dans ce cadre-là, c'est d'abord le fait que ça vient d'une exigence de la base, c'est-à-dire qu'en fait, les Algériens et les Algériennes d'Île-de-France sont rigoureusement contre ce couvre-feu qu'ils vivent comme une répression générale et raciste. La deuxième raison, c'est que finalement, c'est une bonne manière d'interpeller l'opinion publique française en l'amenant à des prises de position qui sont moins antagonistes et opposées finalement à la cause de l'indépendance, en disant qu'on va faire, voilà, le couvre-feu, ça fait vraiment écho aussi à l'occupation nazie qui n'est pas si loin, et où finalement c'est un mode, en fait il est question de politiser le couvre-feu, de dire, voilà, il y a là la mobilisation d'un dispositif qui est mobilisé contre les Algériens.
La troisième, c'est aussi sortir de la clandestinité. Parce qu'il faut bien se rendre compte que pour un mouvement de lutte armée défendant l'autonomie, sortir un petit peu à l'air libre, c'est-à-dire dehors dans le cadre d'une manifestation pacifique, et montrer sa base sociale, il y a aussi un enjeu fort, finalement, pour le FLN. Ça va s'accompagner de consignes pour adopter des attitudes qui ne sont pas des attitudes agressives. Il est question de ne pas attaquer les policiers, de ne pas riposter si on prend des coups, de ne pas avoir d'armes sur soi, d'être irréprochable. On parle en fait d'émeutes de la dignité. Alors, ces émeutes de la dignité, ce soir-là, ça ne va pas exactement se passer comme ça, évidemment, vous le savez, et en tout cas, au pacifisme des manifestants va répondre les crimes policiers dont on verra finalement la teneur chemin faisant. Je vous cite quand même une citation d'une personne présente, d'un manifestant qui se rend à Concorde et qui vient de Stein à ce moment-là. Alors, moi, j'ai pris le bus 142. En cours de route, je voyais mes frères algériens se diriger vers Paris. Ils marchaient par groupe de 10, 20, 30. Arrivé au carrefour Pleyel, je descends. Là, je voyais d'innombrables Algériens. Apparemment, ces gens venus de plusieurs coins de la banlieue allaient eux aussi, comme moi, à la Concorde. La police sortait de tous les coins de rue. Revolver aux hanches, mitraillette au poing. Les fourgonnettes noires stationnées à quelques dizaines de mètres de nous. Les renforts de police arrivent. Les Algériens en masse, eux aussi, arrivent. Déjà, on ne se trouve plus. Les policiers armés de matraques commençaient leur massacre. Les coups sont tellement forts que chaque Algérien ruisselle de sang ou vomit et arrive à l'intérieur du véhicule absolument inconscient. Ceux qui ont le courage de protester contre cet acharnement barbare et inhumain, ceux-là sont morts. Personnellement, je porte 3 blessures à la tête, sans compter les bosses. Mais je m'oublie quand je me rappelle les 12 cadavres que j'ai vus allongés un peu partout sur le trottoir au milieu des flics. Donc là, ça fait écho à donc, ces images que vous avez vues qui sont qualifiées de ratonnades, qui sont qualifiées en fait d'incidents, de violences exercées par les policiers avec ce qu'on appelle donc les bidules, des espèces de gourdins en bois. Et c'est une violence qui, telle qu'elle est montrée là, implique donc des violences policières, mais pas nécessairement la mort. Or, en fait, ce qu'on va voir au cours de cette soirée, c'est des assassinats perpétrés par la police et en toute impunité. Alors, pour vous donner un exemple de ce qui peut constituer ces crimes d'État perpétrés par la police, je vous donne le témoignage d'un autre témoin de la nuit du 17 octobre. De tout notre groupe, il ne restait qu'un regretté algérien que je ne connais pas et moi-même. On était tous les deux gravement blessés. Les policiers nous ont dit qu'ils nous emmenaient chez un docteur. Quand la police a démarré, l'un des policiers a commencé à élever son gourdin à hauteur de la tête et à nous l'abaisser de toutes ses forces sur tous les membres du corps. Le frère qui était avec moi est tombé, évanoui sous les coups. Quand la voiture s'est arrêtée, le chauffeur est descendu et nous a dit de descendre. Toujours sous la menace de la mitraillette, nous sommes descendus et nous avons compris. L'eau froide de la Seine était à 2 mètres. C'est cela, le docteur, pour mettre fin à nos souffrances. Un des policiers a levé la matraque et commencé ses sévices. Il nous matraquait dans l'espoir de nous faire perdre connaissance pour que nous coulions plus vite. Dans un suprême élan de conservation, le frère algérien et moi, nous nous sommes enlacés. Le policier, fou de haine et voyant que nous étions solidaires même devant la mort, a porté un coup de matraque si terrible que le cerveau de mon pauvre compagnon m'a éclaboussé la figure. Je n'ai pu entendre qu'un râle d'agonie, le frère martyrisé est mort dans mes bras. Voilà, le policier m'a asséné un dernier coup sur la nuque. Avant de tomber dans l'inconscient, j'ai entendu dire le policier « Ils sont morts, balance-les ». Quand j'ai repris la notion des choses, je croyais qu'il pleuvait, j'étais tout bonnement dans l'eau. Je flottais et c'est la providence si je n'ai pas coulé. Sur la nappe d'eau, il y avait des taches de sang. Mon pauvre compagnon, lui, a coulé. Donc, le bilan approximatif de cette nuit avec ce type de violence qui a été exercée, il monte jusqu'à 200 morts chez certains historiens. Il y a des débats, ce serait plutôt une centaine. En tout cas, le bilan officiel n'est pas du tout celui-là. Peut-être du coup, qui reviendra Paul Emmanuel. Donc à la suite de la nuit d'octobre, il y a 7500 Algériens, parce que ça ne s'arrête pas nécessairement en fait à cette nuit-là, c'est-à-dire qu'il y a 7500 Algériens qui sont emmenés et parqués au Palais des Sports de la Porte de Versailles, des milliers d'autres qui sont au Stade Coubertin, et d'autres qui sont à Vincennes.
Ils vont être enfermés pendant 5 jours dans des conditions qui sont effroyables sur le plan sanitaire, mais aussi policier, puisqu'on va encore exercer des violences sur eux pendant qu'ils sont séquestrés. Et plusieurs milliers d'entre eux seront expulsés vers l'Algérie par la suite. Donc la question qui se pose à présent, c'est quelle est la mémoire de ces crimes d'État, et surtout quel est le rôle de l'État dans la non-mémoire de ces crimes d'État. Et là, je laisse la parole à mon collègue Paul-Emmanuel qui travaille sur ces questions. Très bien, merci Aymeric. Eh bien, je ne reviendrai pas sur le bilan qui a été donc évoqué, les nombreuses arrestations ce soir-là, dont une centaine de femmes et d'enfants. Je vais simplement rappeler un événement, parce que mon angle d'approche sera d'évoquer le racisme d'État qui s'est déclenché lors d'octobre 61. Et donc un policier avait déclaré « Un bigot comme ça nage pas ». Eh bien, nous ne sommes pas en 1961, nous sommes en 2020, au début du confinement, sur les bords de Seine, et un policier déclare cela, et il est condamné en première instance par le tribunal de Bobigny, eh bien, à 6 mois de prison et 12 mois d'interdiction d'exercice. Le parquet a demandé la relaxe, et l'affaire a été donc de nouveau jugée le 15 septembre 2023. Nous attendons le résultat. Alors, je vais vous montrer quelques images, si vous le voulez bien. Alors, très bien. Donc ici, vous avez un monument qui commémore le 17 octobre 61 et qui se trouve en Kabylie, à Tizi Ouzou. Vous voyez un agent de police en train de faire basculer un Algérien, donc vraisemblablement au pont Saint-Michel. Et donc moi, mon idée, c'est vraiment de partir de cette idée-là, de l'enjeu mémoriel qui se développe autour du 17 octobre. Et la première question qu'il faut se poser, puisque cette question est entrée dans le débat présidentiel avec l'un des candidats qui revenait précisément sur le 17 octobre pour remettre en cause le côté pacifique de cette manifestation. Donc ici, vous avez, eh bien, sur le plan légal, non pas un décret, mais simplement un article de presse qui déconseille à tout Nord-Africain de sortir donc après 20h30, et tous les débits de boissons tenus par des Algériens sont fermés à 19h. Donc vous avez simplement un simple article dans la presse, donc on n'a aucune base légale sur cette interdiction qui finalement fait penser à un autre massacre qui a eu lieu 1 an avant, et ça se passe à Sharpeville, en Afrique du Sud précisément, où vous avez 67 personnes qui sont tuées dans le cadre d'une répression assez similaire. Et là, en l'occurrence, les Sud-Africains noirs contestaient le passeport intérieur qui les empêchait de circuler librement dans leur pays. Donc en fait, vous avez simplement ce simple article de presse, d'une part, et de l'autre, ici, j'ai mis un des responsables du FLN de la manifestation, donc il est... évidemment, devant le cinéma Rex, ce n'est pas un hasard, c'est l'endroit où la police a fait usage d'armes et donc a tiré sur certains manifestants. Et ces manifestants, concrètement, étaient tout à fait désarmés. C'était une consigne du FLN qui interdisait rigoureusement d'être armé à la manifestation. Et ce responsable me l'a tout à fait confirmé en me disant qu'aucun couteau, aucun bâton n'était autorisé, et que son objectif était simplement de défiler, de se rassembler, et donc de boycotter le couvre-feu. En réalité, on ne parle pas de manifestation à ce moment-là. On parle simplement de boycotter un couvre-feu qui est raciste et qui est complètement illégal en France. Donc ça, c'est la situation que nous avons. Maurice Papon est donc à la préfecture de police depuis 1958. Le FLN a régulièrement mis en avant les méthodes de Maurice Papon qui consistent en pratiquant intensivement l'internement administratif qui, pour le FLN, s'assimile à des camps de concentration. Ils ignoraient à ce moment-là le passif de Maurice Papon en la matière. Alors moi, je voudrais m'intéresser, je ne vais pas prendre uniquement la vision du FLN, je ne vais pas prendre une vision militante. Non, je vais prendre un document qui est très important, qui devrait être affiché, je pense, dans toutes les écoles de formation de police, puisqu'il s'agit de la vision de quelques policiers républicains. Là, on est le 31 octobre 1961, donc quelques jours après la manifestation. Et c'est très intéressant parce que, finalement, dans cette version donc, de la police, de certains policiers, vous avez la confirmation qu'il s'agit de militants absolument pacifiques.
les policiers confirment qu'ils n'avaient aucune arme. Et vous pouvez donc lire des extraits. Ce rapport est très intéressant parce qu'on cible les responsables. Maurice Papon en tête, évidemment, mais pas seulement. Et donc là, vous pouvez lire, effectivement, donc je cite la police, que des dizaines d'Algériens ont été tués à coups de crosse, de manches de pioche. Ils sont morts par éclatement de la rate, du foie, des brisures de membres. On signale aussi, comme ça a été dit dans la vidéo, le piétinement de manifestants, des doigts arrachés. Et réellement, eh bien, cette parole de la police nous met en avant que les Algériens se sont trouvés pris au piège. Pris au piège, en particulier, bien précisément au pont de Neuilly, où on a fait basculer par-dessus le pont, eh bien, systématiquement, les Algériens. Au métro d'Austerlitz, là, la police, toujours, relève des lambeaux humains sur les escaliers du métro d'Austerlitz, tant le sang coulait à flot et la répression était terrible. Et dans la cour d'honneur de la préfecture de police de Paris, donc on est sur l'île de la Cité, en plein cœur de Paris, eh bien, vous avez effectivement, devant notamment le site M. Soro, contrôleur général de la police du 5e district, eh bien, je cite bien le mot, on évoque un charnier dans la cour de préfecture de police. Et là, les victimes eh bien, se succèdent par dizaines, puisqu'on a établi un comité d'accueil qui est composé effectivement de policiers, et on a évoqué le fameux bidule qui est largement employé et qui brise le crâne de nombreux Algériens. Et là, si on se réfère effectivement toujours à ce texte, vous avez des milliers d'Algériens qui sont victimes de ce matraquage intense. Alors, on précise aussi, donc là on est sur des fonctionnaires de police dans le cadre de leur travail, mais vous aviez aussi des policiers volontaires en dehors de leurs heures de service qui étaient venus par équipe. Et donc la première équipe contre les Algériens et retirait les papiers d'identité, et la seconde équipe arrivait après, et ils étaient dépourvus de papiers d'identité. Et là, c'est intéressant parce que, et j'ai cité ici, je vous ai reproduit les éléments, eh bien, on voit que cette répression prend encore un autre tournant, un nouveau visage. Vous avez des cas de torture, on emmène les Algériens dans des commissariats pour les torturer. Vous avez également, on le cite, des Algériens qui sont emmenés dans le bois de Vincennes, qui sont pendus dans le bois de Vincennes. Vous avez encore des Algériens aspergés d'essence et brûlés par morceaux. Tout ça, je cite la parole de policiers. Nous ne sommes pas dans une version militante de l'événement, ce sont des policiers. Et donc des policiers qui évoquent des faits totalement indiscutables, c'est leur terme. Et donc là, ils expliquent que nous en sommes arrivés là parce que justement, Maurice Papon avait évoqué qu'il fallait régler les affaires avec les Algériens et qu'ils seraient couverts quoi qu'il arrive. Monsieur Soro, donc responsable de la police, avait dit qu'il ne fallait pas compliquer les choses et partir du principe pour les policiers que tout Algérien était forcément armé, même s'il ne portait pas d'armes, il fallait considérer qu'ils en avaient une. Et donc, finalement, encore un mot de la police, on évoque un pogrom permanent qui est établi à ce moment-là, et dans les mois qui précèdent, nous allons y venir. Et en réalité, pourquoi ces policiers se désolidarisent? Parce qu'ils le précisent dans leur rapport. Ce sont des policiers républicains, sont des policiers gardiens de la paix, dont certains faisaient partie de la résistance 15 ans auparavant. Et c'est pour ça que vous avez à Paris notamment de nombreuses plaques où on voit des gardiens de la paix morts en service dans les moments de la libération de Paris. Et ces policiers ont participé à la résistance. Et c'est pour ça qu'ils se désolidarisent complètement de leurs collègues. Nous pourrions aussi citer, là nous sommes au stade de Coubertin, où sont parqués les Algériens, ils sont 1200 à peu près, parqués les uns sur les autres, ne pouvant absolument pas s'asseoir. Pendant 24 heures, ils sont privés d'eau, il n'y a aucune hygiène qui est installée pour les Algériens. Et donc vous avez ici la vision d'un médecin, et c'est intéressant, un médecin du contingent qui revient d'Algérie et qui déclare lui-même dans son rapport qu'il était, et c'est les autres infirmiers aussi, qu'il était d'une certaine façon raciste au départ. Raciste au départ, mais finalement, il considère que la sauvagerie qu'il va voir dans le stade de Coubertin, notamment toutes les fractures ouvertes qu'il n'a pas la possibilité de soigner, parce qu'on lui interdit, les policiers lui interdisent de soigner les personnes sur place, le font largement évoluer. Et ici, vous avez donc parmi les deux photos les plus célèbres de manifestants, l'une, je crois, au pont de Neuilly et l'autre dans le métro de Paris. Et vous avez ici
à gauche, eh bien, une plainte, encore un document officiel qui a été déposé auprès d'un juge d'instruction, une plainte de Sheba Idir. Lui a été arrêté, il a été arrêté dans un camion de police, et puis, avec un autre camarade, battu et jeté à la Seine, et vous remarquerez que nous ne sommes pas le 17 octobre, nous sommes le 10 septembre 1961. Et en réalité, le 17 octobre, ce qu'on a appelé la manifestation du 17 octobre, en réalité, il faudrait parler de la répression qui a sévi au moins depuis le mois d'octobre 60 jusqu'en 1961. Pendant une année, vous avez des disparitions forcées, des tortures dans les commissariats, des viols contre des militants algériens dans les commissariats, et ce ne sont pas des bavures. On le trouve dans énormément d'archives d'avocats. Donc c'est un système qui est imposé à ce moment-là en France et qui est pratiqué, couvert par les supérieurs de la police. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est finalement, comment est-ce possible en plein Paris? Eh bien, à ce moment-là, tout le monde savait. Tout le monde savait, et je prends ici 2 exemples. Paris Match vous met dans son édition après le 17 octobre le quart de police où se trouve, le quart de police, ou plutôt exactement le quart de la RATP qui a été réquisitionné pour mettre les Algériens à l'intérieur. Vous avez ici la même photo qui est reproduite dans la Voie du Nord, et au centre, eh bien, vous avez, alors certains reconnaîtront peut-être, il s'agit des marches de l'Opéra de Lille, puisque vous avez eh bien, des manifestations secondaires organisées par les Algériens, et là, la police arrête systématiquement tous les Algériens qui descendent du tramway, parce que le tramway arrivait au centre de Lille à cette époque-là, pour justement éviter cette manifestation, puisque ce sont des manifestations secondaires pour protester contre la répression qui a eu lieu à Paris. Alors, la question qui se pose également, finalement, c'est ces responsabilités, on les connaît tout de suite. Vous avez, ancien compagnon de la Libération, Claude Bourdet, au Conseil de Paris, eh bien, dès le 27 octobre, qui va prendre à partie Maurice Papon. Maurice Papon est là, il le prend à partie et le met face eh bien, à ses responsabilités. Le 31 octobre, au Sénat, eh bien, Emmanuel Dastier, ancien compagnon de la Libération et journaliste ensuite à Libération, désigne nommément les coupables. Le 31 octobre, il désigne comme coupables messieurs Papon, Frey, ministre de l'Intérieur à ce moment-là, et le général de Gaulle. Alors sur cette idée-là d'approche mémorielle, eh bien, je vais évoquer la place à la fois des historiens, mais aussi des artistes. Et vous avez eh bien, le questionnement, comment on est arrivé finalement à une estimation du nombre de morts. On a évoqué tout à l'heure la fourchette de 200 morts. 200 morts si on se réfère uniquement au soir du 17 octobre. Et en réalité, je vous ai dit que ça a duré pendant plus d'1 an. Donc, pendant plus d'1 an, nous avons eu largement plus que 200 morts et disparitions forcées. Et vous avez un enjeu mémorial, même entre historiens. Vous avez ici ce qu'on a appelé la bataille d'Enaudi. Jean-Luc Enaudi est un historien. Il est formateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Et vous avez ici, donc, à droite, ici on noya les Algériens, qui est un livre récent de Fabrice Risputi, qui évoque cette bataille de Jean-Luc Enaudi, parce qu'en réalité, il va y avoir un affrontement entre Jean-Luc Enaudi et l'ancien préfet de police, Maurice Papon, qui l'attaque pour diffamation. Nous sommes au tribunal, et là vont s'affronter à la fois 2 thèses, 2 milieux aussi, il faut le dire. Vous avez la vision donc de Jean-Luc Enaudi, qui évoque un massacre commis sous la responsabilité de Maurice Papon. Et en face, eh bien, vous avez, donc lui, il estime à 200 morts ce soir-là. Vous avez en face un autre livre de Jean-Paul Brunet, donc il s'intitule « Police contre FLN ». Lui situe à simplement une 30aine de morts. Tout simplement parce qu'il a retrouvé que 30 dossiers dans les archives, et donc il se contente de dire « si j'ai retrouvé 30 dossiers, c'est qu'il y a 30 morts, donc tel est mon bilan ». Et en réalité, vous avez d'un côté Jean-Luc Enaudi, qui est accusé d'être un pseudo-historien, d'être un historien amateur, c'est d'ailleurs ce que soutient Maurice Papon au tribunal, et en face, eh bien, vous avez Jean-Paul Brunet, qui est l'historien patenté de la préfecture de police, puisque c'est celui qui a obtenu, il est le seul à ce moment-là à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires
pour travailler sur les archives. Donc il a finalement cette sorte de monopole. Bon, il se fait qu'effectivement, il est directeur du département à l'École nationale supérieure, il est agrégé, et là vient venir au secours de Jean-Luc Einaudi, eh bien, Pierre Vidal-Naquet, qui est un des plus grands historiens de la Grèce antique, et qui évoque effectivement, il soutient qu'il y a eu un pogrom à Paris, et il n'a jamais changé de version. Autant il est revenu sur les notions de génocide, de camp de concentration, qui étaient des notions qu'il avait pu écrire à l'époque. Sur le pogrom, il ne revient absolument pas, et il persiste et signe contre Jean-Paul Brunet, dont il dit au passage qu'effectivement il est agrégé, mais cela ne l'empêche pas d'écrire des sottises à ce sujet-là. Alors cette opposition revient par la suite entre un grand historien qui est Emmanuel Blanchard face à Xavier Vallat, qui est l'archiviste de la préfecture de police et qui à nouveau a la main sur les archives. Alors cette question des archives est véritablement fondamentale, et vous avez ici Brigitte Lenné qui est archiviste à la ville de Paris. Elle est décédée récemment, et en réalité, Jean-Luc Einaudi a eu un refus d'accès à toutes ces dérogations, une fois que Maurice Papon l'avait attaqué. Et pour organiser sa défense, il avait besoin d'accéder aux archives, puisqu'il a accusé Maurice Papon d'être l'auteur d'un massacre. Papon l'attaque pour diffamation, il a absolument besoin d'obtenir les dérogations, et elles lui sont toutes refusées. Absolument toutes refusées, et là, les avocats demandent à Brigitte Lenné, qui est fonctionnaire aux archives, de venir témoigner, puisqu'elle a classé elle-même les archives, de confirmer ou non ce que Jean-Luc Einaudi a pu affirmer. Et donc elle témoigne avec son collègue Philippe Grand, au tribunal, à la 17e chambre du tribunal correctionnel de la Seine, pour évoquer finalement, en tant que fonctionnaire, son devoir de révéler la vérité par rapport à ces massacres du 17 octobre. Et là, le problème, c'est qu'elle va être immédiatement accusée de se départir de son obligation de réserve. Elle va être, on peut le dire clairement, placardisée. On va lui retirer toutes ses compétences, et pratiquement jusqu'à sa retraite, elle n'aura plus la main sur tous les dossiers sensibles. Donc elle part en retraite en 2008, et c'est seulement récemment, donc en 2020, que les élèves de l'Institut national du patrimoine vont, en hommage à Brigitte Lenné, appeler leur promotion la promotion Brigitte Lenné. Et Brigitte Lenné, finalement, elle intervient, elle permet d'abord l'écriture de l'histoire. Et là, vous avez deux ouvrages essentiels d'Emmanuel Blanchard et de historiens anglo-saxons qui peuvent accéder enfin aux archives et travailler librement sur octobre 61. Donc ça, c'est le premier élément. Parce que la situation que nous avions jusqu'à présent, c'était finalement, vous avez ici un livre qui paraît dès 1961. C'est pour ça, encore une fois, 1961, on est au courant tout de suite. Et vous avez un livre écrit par Marcel et Paulette Péju, qui sont principalement des journalistes qui travaillaient au Temps moderne, la revue de Jean-Paul Sartre. Eh bien, eux vont écrire dès 1960 et 61 un premier ouvrage qui s'appelle Les harkis à Paris, censuré. Il est publié chez Maspero. Et ensuite, Ratonnade à Paris. Alors, ce sont des ouvrages qui circulent malgré tout relativement bien sous le manteau à l'époque, plutôt dans les milieux militants. Et donc, dans les 30 premières années, après l'octobre 61, eh bien, la censure s'opère de façon assez forte, tout comme les images que vous avez vues au début, elles sont censurées. Il faut aller en Belgique pour aller les visionner, par exemple, par des cercles militants, notamment les étudiants communistes, diffusent ces images-là. Mais dans cette première période, eh bien, vous avez les artistes. Et c'est pour ça que c'est important, nous sommes ici, effectivement, nous allons introduire une pièce. C'est fondamental, puisque l'art va réellement poser Octobre 61, va créer Octobre 61. Et vous avez deux exemples. Le plus célèbre, c'est Didier Daninx, Meurtre pour mémoire, nous sommes en 1983. Et puis Anne Tristan, en 1991, qui va publier Le silence du fleuve. Alors, j'ai posé l'idée que finalement, eh bien, grâce à Brigitte Lenné et à son collègue Philippe Grand, les historiens des années 2000, il faut attendre vraiment les années 2000, ont pu travailler
Il y a eu des rapports, notamment le rapport Manderkellen et à l'époque du gouvernement Jospin pour favoriser l'ouverture de ces archives-là. Donc on est dans une période faste par rapport à la période précédente. C'est très relatif. Mais elle va permettre une reconnaissance, notamment en 2001 avec Bertrand Delanoë qui va inaugurer une plaque à Paris. Vous avez ici le principal monument que nous avons en France, qui se trouve au pont Saint-Michel, où vous avez des images en ombre chinoise, des photos d'identité en réalité d'Algériens, pour montrer effectivement les disparus donc jetés à la Seine. Et donc ce monument-là a été inauguré par Madame Hidalgo. Alors ça... Oui. Oui, c'est au pont Saint-Michel, oui. Donc vous pouvez voir ce monument. Auparavant, vous aviez juste une plaque apposée par Bertrand Delanoë qui avait soulevé beaucoup d'opposition. Et cette plaque était finalement dans les soubassements presque du pont. Elle n'était même pas à hauteur de vue. Le monument, au moins, est relativement visible. Et évidemment, cela pose la question de la reconnaissance par la France. La reconnaissance par la France qui a été assez laborieuse, et l'est toujours, avec François Hollande, qui évoque tout d'abord une répression sanglante. Bon, pratiquement, beaucoup de manifestations s'exposent à une répression, et puis dès que la répression a lieu, elle est régulièrement sanglante. Donc nous ne sommes pas effectivement sur une dénomination qui est exacte. Ensuite, vous avez le président Macron qui a déclaré, donc nous sommes en 2021, que nous avions à ce moment-là des crimes inexcusables. Des crimes inexcusables, nous allons y venir, puisque sur le plan du droit, ça emporte des responsabilités. Là, j'ai parlé de la période faste pour les archives, mais cette période faste s'est interrompue avec la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a, normalement, c'est un droit, 50 ans après, vous pouviez ouvrir les archives. Donc nous attendions ce moment-là, puisque toutes les archives allaient s'ouvrir. Sauf que de nouveau, nous avons une directive interministérielle qui a pris effet seulement plus tard, où les archives qui s'ouvraient ont été, au bout de 2 ans et demi, toutes refermées. Toutes refermées, dès lors qu'il y avait le cachet secret, vous aviez tous ces documents-là qui étaient mis sous enveloppe, et si vous les ouvriez aux archives nationales, vous faisiez l'objet d'une infraction, vous étiez l'auteur d'une infraction pénale, et donc on vous mettait bien cela en évidence. Et là, nous sommes jusqu'en 2021, puisque le Conseil d'État en France va taper sur les doigts du gouvernement en disant que cette directive instaurait une marge discrétionnaire d'appréciation et qu'elle était purement illégale, puisque le délai était vraiment le délai de 50 ans. Donc nous sommes le 2 juillet 2021, vous voyez que ce sont des éléments très récents, et quelques mois plus tard, vous avez l'arrêté du 22 décembre 2021, le gouvernement et le président Macron ouvrent généreusement les archives de la guerre d'Algérie. Il oublie d'évoquer la sanction, ou là en tout cas la remise en cause lourde par le Conseil d'État, qui n'est pas allé par 4 chemins pour évoquer la responsabilité du gouvernement sur ce plan-là. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans une période faste ? Absolument pas, puisque là c'est une question, vous voyez une question qui a été posée au Sénat, c'est très récent, le 2 mars 2023. Figurez-vous que les dépôts d'archives sont à présent amiantés. Et notamment tous les dépôts d'archives de la justice militaire. Donc nous sommes repartis au strict minimum, le temps de désamianter, puis il faut désamianter chaque dossier, nous sommes repartis au moins pour 10 ans. 10 ans qui finalement va permettre quoi ? La disparition de toutes les personnes qui pourraient être poursuivies légalement pour les actes commis en octobre 61 et pendant la guerre d'Algérie. Alors, nous allons évoquer à présent la responsabilité. Quelle peut être la responsabilité de la France à ce niveau-là ? Alors, quand on parle effectivement du préfet de police Maurice Papon, il faut effectivement remonter la chaîne, et la chaîne, elle est très claire. Si Maurice Papon a pu agir de la sorte en octobre 61, c'est que lui-même était couvert au sommet de l'État. Et d'ailleurs, vous avez Maurice Papon, dans ses mémoires « Les chevaux du pouvoir », est très fier de vous présenter plusieurs lettres du général de Gaulle, et en l'occurrence celle-ci, du 10 novembre 1966, au moment d'envisager une première reconversion de Maurice Papon,
eh bien, on rappelle qu'au poste de préfet de police qu'il occupait depuis plusieurs années, M. Papon n'a jamais cessé d'être à la hauteur des circonstances les plus diverses et souvent difficiles. Donc là, c'est vraiment le blanc-seing donné par le général de Gaulle. De nouveau, ça pose la question, effectivement, des coupables. J'ai évoqué la responsabilité pointée par Emmanuel Dastier, compagnon de la Libération. Et en réalité, on est sur la question d'un massacre. Un massacre est une incrimination en droit international. Alors, la question, immédiatement, est de se dire, oui, mais vous avez une amnistie en France. Une amnistie pour les faits de la guerre d'Algérie. Première amnistie en 1966, renouvelée en 1968. Vous avez toute une série d'amnisties qui permet finalement d'empêcher les poursuites contre les tortionnaires français. Vous avez d'ailleurs un tortionnaire déclaré au SARES qui, dans un livre, a évoqué les tortures qu'il pratiquait et faisait pratiquer. Et la Cour de cassation a répondu qu'effectivement, elles s'en tenaient à une interprétation stricte et que finalement, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité devaient porter principalement sur les faits de la Seconde Guerre mondiale et nous ne dépasserons pas vers la guerre d'Algérie puisque de toute façon, ce sont des faits amnistiés. Ça, c'était effectivement la vision, on va dire, française, sauf que vous pouvez prendre d'autres exemples. La guerre civile d'Espagne. La guerre civile d'Espagne, vous avez une loi pour l'oubli. On peut considérer que c'est une loi d'amnistie. Elle n'a pas empêché l'ouverture d'informations judiciaires, notamment avec le célèbre juge Balthazar Garzón, ou bien même, puisque sur le plan du droit international, il peut avoir effectivement une compétence. Certains pays, comme la Suisse ou bien l'Argentine, ont la possibilité d'ouvrir une information judiciaire contre un criminel de guerre. Ce qui a été le cas, je cite la juge Maria Servini, qui a effectivement poursuivi plusieurs ministres espagnols de Franco pour les charniers qu'on a découverts en Espagne. Donc, en réalité, on est vraiment sur cette incrimination, puisque le président de la République lui-même évoque un crime. En réalité, il s'agit plutôt d'un crime collectif, donc nous sommes dans le cadre d'un massacre, et le massacre a été clairement reconnu par les juridictions françaises. La 17e chambre du tribunal correctionnel de la Seine, au moment du procès Einaudi, a repris le mot massacre. Elle a validé ce que Einaudi a dit à l'encontre de Maurice Papon. Donc sur le plan judiciaire, nous sommes absolument d'accord, il s'agit d'un massacre. La question est de poser effectivement la question de la responsabilité de la France. À ce moment-là, elle ne peut pas se poser en France, puisque le droit interne ne le peut pas, mais le droit international, le droit européen, il est possible, il reste possible, à un avocat du barreau de Bruxelles, d'ouvrir les dossiers. D'ouvrir les dossiers, encore faut-il pouvoir accéder aux archives. Et c'est pour ça que tout l'enjeu se situe à ce niveau-là. D'où la fermeture intempestive des archives aux historiens. Et je dois dire que personnellement, nous devons passer par des politiques de contournement. C'est-à-dire que si les archives officielles ne me sont pas accessibles, je retrouve les avocats de l'époque, les avocats qui ont des dossiers, et leurs héritiers les ont souvent gardés. Et là, vous avez effectivement de bon nombre de dossiers, et vraiment sur toute l'année 60-61, qui démontrent qu'on a réellement, non pas seulement en Algérie, puisque ça, les historiens ont travaillé sur la torture systématique en Algérie, mais en France, dans les commissariats français, soit les commissariats de Roubaix, d'Aubervilliers, Colombes. Certains commissariats sont davantage le théâtre de torture, mais vous avez véritablement un système qui est imposé, et notamment des éléments, notamment sur, par exemple, le viol régulièrement de militants. Effectivement, le FLN, on n'a pas parlé puisque ça écornait aussi une certaine image héroïque du vainqueur, mais vous avez des viols systématiques qui sont procédés dans les commissariats de police, donc des viols avec objet, et donc ces viols ont permis à la loi aussi, le travail de ces avocats a permis une évolution de la loi, puisqu'à l'époque le viol par objet n'était pas reconnu, et finalement la continuité de ce combat-là sur la reconnaissance du viol, Gisèle Halimi reprendra le flambeau de ce combat-là, véritablement, pour mettre en avant les tortures qui ont été pratiquées contre les Algériens. Alors moi je dis, en octobre 61,
Et bien avant, nous ne sommes pas dans le cadre d'une bavure, mais d'un système. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste ouvert à des questions. Merci Paul-Emmanuel, merci Henri. Donc effectivement, Maryse, effectivement, en tout cas, il nous reste effectivement 10 minutes avant que vous puissiez enchaîner sur le spectacle. Donc si vous avez des questions pour Aymeric Mongy et Paul-Emmanuel Babin, on a encore quelques temps pour procéder à un échange. Maryse, je sens que tu es pressée de commencer. Allez, c'est parti. Les policiers qui ont écrit, pas ceux qui ont fait les tortures, enfin, je ne sais pas comment vous les avez appelés. Les policiers républicains, ils s'appellent voilà. comme ça. Ces rapports-là, ils étaient où vous les avez trouvés Alors, ces rapports-là ont été diffusés notamment par les syndicats de police, en particulier la CFTC qui était très impliquée à la préfecture de police de Paris, mais ces policiers républicains, ils l'ont dit publiquement. On n'a pas évoqué la répression de Charonne qui se passe quelques mois plus tard, et là vous avez, alors je ne sais pas si ce sont les mêmes, en tout cas leurs collègues, encore une fois des policiers républicains, qui vont jusqu'au mur des fédérés et qui vont déclarer finalement que les victimes d'octobre 61 sont les victimes de la révolution algérienne et que finalement, eh bien, ils font le parallèle avec les communards et avec les victimes de Charonne. Donc ils le disent publiquement, on le sait, et c'est diffusé à l'époque. Et aucun policier n'est poursuivi. Aucun policier n'est poursuivi, et eux, d'ailleurs, ils le disent à la fin, est-ce qu'ils doivent avoir une attitude héroïque, c'est-à-dire en mettant exactement leur nom, puisqu'ils parlent sous couvert du syndicat, ou ils pressentent finalement eh bien, que c'est de l'héroïsme perdu, puisque finalement, ils pressentent, puisque leur préfet de Pavon est couvert, qu'ils n'auront absolument aucune chance d'exclure leurs collègues qui font honte à la profession. Ils le disent clairement. Quand ils écrivent, ils disent, voilà, nous ne voulons pas que nos familles, nos femmes, nos enfants rougissent de ce que nous avons fait. Parce que nous avons été des policiers résistants, et finalement, ceux qui agissent de la sorte sont les policiers qui n'ont pas été écartés non plus de la police après 1945, après la rafle du Veldiv. Peut-être on peut prendre une autre question. Moi, je voudrais savoir si, à l'époque, des hommes d'opposition ont réagi, ou s'ils étaient au courant des faits. Est-ce qu'il y a quand même des hommes politiques qui ont réagi à l'époque? Alors, effectivement, des hommes politiques ont réagi. On a demandé la constitution aussi d'une commission parlementaire sur le 17 octobre. Sauf que le souci, effectivement, c'est qu'on a ouvert une instruction judiciaire. Et donc, la justice bloque l'action administrative. Et comme de toute façon, ces affaires-là se sont terminées par des non-lieux après l'amnistie en 1966, bon, finalement, de ce côté-là, on n'a pas obtenu grand-chose. On a eu, par contre, tout ce qui se trouve là était largement connu. La guerre d'Algérie est peut-être un des conflits où on n'a jamais autant écrit. Ce sont des éléments qui étaient parfaitement connus, et c'est vrai que les principaux partis politiques sont restés en réserve, hormis peut-être certains militants du PSU, à l'époque, effectivement, s'expriment largement pour évoquer leur indignation, et puis le syndicat étudiant l'UNEF, qui est véritablement voilà, le seul courant à vraiment prendre position publiquement au nom de l'ensemble de ses militants. Aucun parti politique ne l'a fait. Oui, mais il y avait l'OAS qui était là depuis 1960, enfin... Qui était dans... La nuit bleue, ça crépitait dans Paris, ça crépitait en Algérie. Enfin, il faut quand même retracer un peu le contexte politique qui était, je veux dire, quelque chose d'épouvantable. Mais justement, l'OAS était dans la police. Et qu'a fait Maurice Papon? Eh bien, il leur a donné 3 ans de congé avec solde. Voilà, c'est le genre de mesure qui était pris pour évacuer les personnalités les plus vindicatives. Pour rebondir peut-être sur la question de monsieur, sur les réactions des organes partisans, en fait, il y a la mémoire d'octobre 61 et la réaction partisane à l'événement, elle est dans la continuité de la gestion, notamment à gauche, du conflit algérien, du conflit franco-algérien et de la lutte du fait pour l'indépendance, c'est-à-dire en fait une négation des
des rapports avec le FLN globalement partagés à gauche. C'est-à-dire qu'en gros, même le Parti communiste français prend pas, ou en tout cas, il y a des positions à l'intérieur du PSF qui sont plutôt l'internationalisme, c'est-à-dire prolétaires de tous les pays, rassemblez-vous, qui sont en fait extrêmement minoritaires, enfin relativement minoritaires, et l'internationalisme, donc la rencontre des différentes classes populaires nationales et l'abolition en fait, des frontières nationales, n'est pas partagée. Et en fait, ce qu'on observe, c'est globalement une ligne, même du côté du Parti communiste français, qui n'est pas pro-indépendance algérienne, quoi. Donc même à gauche, en fait, il n'y a pas de prise de parti. En fait, la réaction à cet événement-là s'inscrit en fait dans une tradition de non-prise de position ou d'occultation de l'enjeu algérien. On voulait la paix en Algérie, quand même. Mais non. Sharon, c'était encore la manif pour la paix en Algérie. En février 62. Ah oui, mais la guerre se termine en mars. Les Algériens disaient les communistes ont été de notre côté quand le train arrivait en gare. Ils refusaient d'aller au combat aussi. Il y a eu des résistances des Appelés. Qui étaient très marginales et liées à des initiatives personnelles et pas d'organisation politique. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de définir une ligne collectivement d'organisations politiques qui prennent le parti du FLN, qui prennent le parti de révéler les crimes d'État, là il n'y avait plus grand monde. C'est ça l'idée aussi. Et les communistes, des communistes ont aidé mais étaient exclus de leur parti pour aide au FLN aussi. Ouais. Est-ce que... Oui, une autre question, oui. Mademoiselle, peut-être. Vous avez parlé des archives, enfin l'ouverture d'archives qui est très compliquée, même de nos jours, au point où les dernières personnes qui ont connu n'étaient pas jugées. Du coup, on laisse l'impunité comme ça, ou ils sont pas impunis, ou est-ce que c'est, je sais pas comment dire, mais est-ce que c'est, on peut le déclarer quoi, que le fait qu'ils aient commis et les mesures d'amnistie et le fait que les archives se traînent et ne sont pas punis, est-ce qu'on peut il y a quelque chose qui est fait contre ça ou pas? Et juridiquement, non. La question s'est posée à la Cour de cassation en 2003. Vous avez un tortionnaire qui a écrit sa biographie et vous a donné, avec un luxe de détails, les méthodes qu'il employait lui-même. Donc il a reconnu avoir torturé de ses propres mains et vous n'avez pas eu possibilité de le poursuivre. Et aujourd'hui, bon, voilà, la question est véritablement derrière cela parce que vous avez un certain nombre d'archives. Les policiers, on peut avoir leur nom, on connaît effectivement ces policiers-là, leur famille maintenant aujourd'hui peut s'opposer à ça, à cette révélation, mais vous avez vraiment une impunité qui a été organisée par l'État depuis les faits, depuis 1961. Donc honnêtement, il n'y a eu aucune poursuite. Allez, il y a eu un seul cas à Avène, précisément, où des gendarmes ont été poursuivis. Ils ont été poursuivis donc, pour torture à l'électricité, à la gendarmerie d'Avène. Vous avez eu simplement des peines d'amende qui ont été prononcées à leur encontre. Donc vous avez sur toutes ces tortures une seule répression. Pourquoi encore aujourd'hui on met autant de bâtons dans les roues pour accéder aux archives? Qu'est-ce que la France qu'est-ce qu'elle craint? C'est quoi le refus? On est en 2023, on met encore les bâtons dans les roues très récemment. C'est le président en plus qui le font. Le président qui en plus reconnaît ça. Mémoire d'apaisement des relations franco-algériennes. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est effectivement, on est exactement dans le même schéma qui s'est posé pour la répression et la déportation des Juifs pendant la guerre. Il a fallu attendre 1995 et le discours de Jacques Chirac pour changer les choses. Donc on a dû attendre extrêmement longtemps. Aujourd'hui, il faut reconnaître, c'est ce que j'ai dit en introduction, l'existence d'un racisme d'État qui provient de cette époque-là. Et moi, je pense que ce type de document que je vous ai lu en partie de ces policiers républicains devrait figurer dans toutes les écoles de formation de police. Parce qu'on voit réellement qu'on peut être policier et avoir une vision sur les actes qu'on peut commettre et se désolidariser de leurs collègues dès lors qu'ils ne respectent pas la légalité. On n'est pas sur un engagement militant des policiers, on est sur simplement, on respecte, on est gardien de la paix, on respecte la légalité. Pour répondre à madame aussi, il y a une question qui est où est-ce que vous arrêtez ce mouvement-là? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous reconnaissez qu'il y a eu un crime d'État, que ce crime d'État se situe dans le cadre d'un conflit, dans un processus de décolonisation, que la responsabilité de l'État français peut être engagée pour
les actes qu'il a commis dans le cadre de ce processus de décolonisation et qu'il y a possiblement des réparations qui sont encourues pour... Bon, bah voilà, où est-ce que vous arrêtez? C'est-à-dire que Tiaroy, pour le Sénégal, en fait, pour que ce soit sur différentes aires géographiques de l'ancien empire colonial français ou dans le cadre de dédommagement individuel, collectif. En fait, voilà, il y a l'idée de réparation. En fait, si vous engagez ce geste-là qui consiste à reconnaître un fait, c'est une politique publique, ça s'engage dans une politique mémorielle de plus grand ensemble, dans un rapport de l'État français à la colonisation de manière plus générale, et ça engage à beaucoup plus que ce petit objet-là. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a aussi des mécanismes de contention qui ne sont même pas réfléchis, qui sont juste aussi automatisés autour de ces enjeux-là. On va prendre une dernière question, oui. Oui, au fond. C'est une remarque, c'est pas une question. La rafle du Veldiv, il y a des policiers qui ont aidé des juifs qui les ont prévenus la veille, en disant attention, demain il y a une rafle, etc. Si on fait un parallèle avec les policiers qui ont témoigné après de Sharon, eux, c'est simplement parce qu'ils étaient couverts par Papon qu'il n'y a eu aucune intervention de sanction de justice envers eux. C'est ça? Vous voulez parler des fameux policiers républicains ou de ceux... Voilà. Ils n'ont pas été condamnés. Puisqu'ils étaient oui, aucun policier... Papon m'a dit il n'y a pas de problème, tu peux y aller, secours. Ils n'ont pas été inquiétés. Ils n'ont pas été inquiétés. Et maintenant, quand on ouvre les archives de la préfecture de police, on découvre que les avocats, justement, qui ont porté ces dossiers-là, eh bien, Maurice Papon a constitué des dossiers pour parvenir à la radiation du barreau de Paris. Sur ces avocats-là. Et sa principale cible, on va comprendre très simplement, il s'agit de Claudine Naori, pour la citer. Eh bien, elle a le défaut à ses yeux, d'abord d'être une femme, puisqu'il a une vision très particulière, on le voit dans ses dossiers par rapport aux femmes. Ensuite, eh bien, elle est communiste, et puis elle est juive. Et donc là, elle a plaidé les dossiers algériens. Et donc là, c'est le premier dossier qu'il va bâtir entièrement ficelé, et elle va avoir son salut au niveau du barreau uniquement par le fait qu'elle avait participé à la résistance. Et là, vous avez tous les réseaux de résistants qui se mettent en œuvre, et notamment jusqu'au général de Gaulle, qui vont dire à Maurice Papon de ne pas aller plus loin. Mais vous avez, non, en 1963, on est après la guerre d'indépendance algérienne, et donc vous avez effectivement cette obstination du préfet de police d'obtenir soit les radiations, ou pour enfin étouffer la révélation de la vérité. Et le fait que ce soit... je parlais de comment on appelle ça? L'imprescriptibilité. Oui. Oui. Le fait que le délai pour porter plainte, pour juger, c'est en commun, je dis que c'est 30 ans, mais après pour les massacres ou les politiques, c'est imprescriptible. Les crimes contre l'humanité, effectivement. Est-ce qu'on ne peut pas jouer là-dessus pour rouvrir des dossiers? Parce que peut-être que tous ces gens-là qui vont torturer, les policiers qui vont torturer, ou Papon, enfin Papon il est là, mais est-ce qu'on ne peut pas... Ils ne sont pas tous morts, il y en a peut-être qui ont 90 ans, qui dorment mal la nuit en pensant à ça. On peut effectivement. Les juger maintenant. Et Papon est mort et enterré avec sa Légion d'honneur à la suite de l'intervention de la ministre Michèle Alliot-Marie à l'époque, qui avait confirmé cette possibilité de la famille de mettre la Légion d'honneur à Maurice Papon pour être enterré dans le cimetière communal. Donc effectivement, aujourd'hui, il est possible, non pas en France, puisque le droit français ne le permet pas, mais en droit international, il est possible d'ouvrir des informations. On l'a vu dans la guerre civile d'Espagne. En Argentine, on peut ouvrir un dossier. Demain, on peut ouvrir la Suisse, par exemple, a effectivement la compétence pour les crimes internationaux. Donc, on peut effectivement ouvrir ces dossiers-là. La Belgique le peut, on est juste à côté. Des avocats pourraient se saisir du dossier. Effectivement. Et regardez, vous avez cité le cas. Mais encore une fois, on a évoqué le problème de la responsabilité financière de l'État, d'une part, et puis aujourd'hui, vous avez aussi une partie de la classe politique qui se revendique de cet héritage, notamment, je pense, au Front National pour l'Algérie française. C'est le nom complet qu'on a supprimé. On a supprimé la suite, mais le nom, c'est Front National pour l'Algérie française. Donc voilà, vous avez effectivement, et de là, il n'y a pas de... Tout l'héritage de cette période-là, a été entériné par la succession de
donc de ce parti-là. Donc effectivement, c'est extrêmement politique comme décision de bloquer les archives, parce que la même chose, tous les acteurs ne sont pas morts. Est-ce que la pièce de théâtre va être jouée en Belgique? Pour l'instant, le spectacle vient tout juste d'être créé. Donc, ça fait une belle transition pour la... Voilà. Moi, j'avais juste une question pour vous ce soir. Qui a déjà vu le spectacle dans l'Assemblée? D'accord. Mais donc pour la majorité, vous ne l'avez pas encore vu, vous le découvrez après. Ok. Et ben, du coup, je vous invite effectivement à sortir pour aller à la billetterie. Et merci à vous. Je vous donne rendez-vous. Merci encore à Paul-Emmanuel et Émeric. Je vous donne rendez-vous en tout cas pour le prochain éclairage qui est déjà prévu le 24 novembre. Ce sera cette fois-ci autour du spectacle Grand Palais, qui est un spectacle dédié au peintre Francis Bacon. Et donc il y aura une intervenante qui viendra un peu plus expliquer la place de Francis Bacon dans l'histoire de l'art. Ce sera le 24 novembre à 18h30 à la même heure. Merci et bon spectacle à vous.